2 ou 3 questions. C'était une langue que vous devez traduire en anglais. En anglais. Et que vous ne maîtrisez pas. Je ne et c'était une chanson de Toumani Diawate. On me dit c'est du mandingo. Moi, je ne parle pas mandingo. Mais l'argent est là. L'argent est là. Attends. Finalement, si ces gars-là ont eu recours à moi, c'est qu'il n'y a personne pour être témoin. Si ce sont des Anglais qui doivent être arbitres, j'ai dit, mais moi, je vais traduire. Et j'ai fait du n'importe quoi. Sans comprendre. Et ils ont diffusé. Et Toumani a vu. Donc, quelques années plus tard, quand on s'est croisés, il dit que lui, il jurait que le jour va attraper ce ténèbreman-là, qui va le tuer, quoi. Bon, c'est vous dire comment souvent on est attiré par le gain facile, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, d'être là avec nous. Coach Moussa Hubert Ouleguem. Aujourd'hui, je suis avec une grande personnalité, une personne que j'ai appris à connaître il n'y a pas très longtemps, mais que j'admire beaucoup, qui est avec moi aujourd'hui pour partager ses connaissances, son expérience. C'est un grand entrepreneur. Il est également auteur de ce livre, La Com Ma Vie. Il est directeur associé et cofondateur de DFA Communication, une des plus grandes structures de communication événementielle ici au Mali et qui évolue également même dans la sous-région. Il s'agit notamment de M. Amadou Moustapha Diop qui est avec moi ici. Donc, on va apprendre à le connaître, on va lui poser quelques questions et puis il va partager son expérience avec nous. Koro, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, ça se passe bien quand même. Alhamdoulilah. Super, super. Donc, aujourd'hui, on est avec vous pour quelques petites questions. Déjà, ma première question, avant de vous la poser, il me faut que Dima. Woro. Ah. Ni angala d'accord. N'tara ni woro kun fam, ni woro kun. C'est la première question. Ah d'accord, parce que il y a une question mindo, mais woro inte bolike ola. Woro inte bolike ola. Ni ya fo. N'entega so abala. Donc vous avez une enfance un peu turbulente. Tout à fait. Et il y avait un surnom qu'on vous donnait, woro kuide, mais n'est-ce pas? Ah, c'est qu'il faut pas se faire. Il y a faut qu'abord. Donc comme à l'accoutumée, je lui ai offert une cola, voilà. Parce que en tant que jeune frère, en tant que fils, voilà, lorsque on veut dire des mots qu'on trouve parfois un peu déplacés ou amusants à l'endroit d'un grand frère, d'un père, voilà, on fait un geste. Donc, on ne va pas dire le nom que vous aviez quand vous étiez enfant à cause de votre turbulence. Tu vas coder le nom et moi je comprendrai. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance? Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, écoutez, comme je l'ai dit dans le livre, j'ai une enfance normale parce que je suis issu d'une famille, un père fonctionnaire. Mon père fait à son âme, Mamadou Habib Diop, il est assez connu parce que c'est lui qui a ouvert le service civique ici du temps de Modibo Keïta, qu'on appelait les CAR. C'est lui qui a été le premier directeur des CAR et jusqu'à sa retraite en 86. Donc, il a fait 25 ans. C'est le plus vieux directeur national dans ce pays. Mais à la base, il est enseignant et ma mère est une femme au foyer. Donc, j'ai eu une enfance relativement heureuse et sans grands soucis. Mais d'après les récits de ma maman, j'étais un enfant turbulent, compliqué, comme je l'ai expliqué dans le livre. J'ai même eu à faire souffrir mes parents parce que mon père a construit sa première villa en 63. Et donc, finalement, qu'il a dû louer à l'ambassade du Burkina parce que ma maman était réticente à ce qu'on habite dans cette maison qui est à côté d'un collecteur. C'est le collecteur qui passe derrière la belle famille de feu l'ancien président Ibeka. Donc, c'est un grand collecteur. Ma maman disait que pendant l'hivernage, il y avait 1000% de chances que je me noie dedans. Donc, c'est pour vous dire un peu, et voilà, que j'ai eu une enfance assez turbulente. Et voilà, qui m'a valu le sobriquet. Qui est dans ce livre. Voilà. Donc, ceux qui veulent connaître ce nom-là, il faut chercher ce livre-là. Moi, je ne peux pas le dire. Voilà. Donc, vous allez avoir la réponse dans le livre. Voilà. Mais ici également, ma deuxième question, vous avez ensuite été dans un pays Maghreb et puis vous êtes retrouvé à Londres. Et là-bas, vous avez travaillé dans une pizzeria. Vous pouvez nous expliquer un peu rapidement ce parcours-là, comment d'un pays Maghreb vous êtes trouvé à Londres et ensuite à travailler dans une pizzeria là-bas? Vous savez, j'ai échoué au baccalauréat, série sciences exactes terminale, avec plus de 14 de moyenne. Échoué au baccalauréat terminal. Donc, j'étais choqué. Donc, j'ai dit à mon père que moi, je ne veux plus jamais reprendre le bac parce que dans ma classe, j'ai vu des gens avec 10, 11 de moyenne. Je pensais qu'il y avait une injustice. Donc, pour couper la poire en deux,
À l'époque, on donnait des bourses parce que vous savez, à l'époque, il y avait le baccalauréat première partie et Exactement. deuxième partie. J'avais déjà un bac première partie et avec ça, on pouvait aller en Algérie pour faire une formation de technicien supérieur. Donc, j'ai bénéficié de cette bourse-là. En 86, je suis allé en Algérie, exactement à Constantine, qui est dans l'Est algérien. Et j'ai fait une formation de technicien supérieur en soins intensifs généraux. Au terme de cette formation, je pouvais bénéficier d'une bourse en Union soviétique. Mais sincèrement, je n'avais pas du tout envie d'aller en Union soviétique. Et donc, avec la complicité de mes sœurs, j'ai dit que je vais aller en Angleterre. Donc, c'est derrière le dos de mon père qu'on a préparé ce projet. Exactement. Et j'ai débarqué à Londres chez une cousine en 1989. Et puis voilà l'aventure londonienne. Et vous avez travaillé dans une pizzeria chinoise, ou bien c'est maintenant que c'est devenu chinois? Non, l'espace a été occupé maintenant par un restaurant chinois. Certainement, la pizzeria a déménagé. J'ai travaillé dans cette pizzeria. Je n'étais pas seul, hein, parce que j'ai travaillé dans cette pizzeria avec l'actuel représentant résident du HCR au Mali. HCR? Le Haut Commissariat aux réfugiés du Mali. L'actuel patron du Haut Commissariat. Lui aussi, il travaille dans cette pizzeria. Mon collègue dans la plonge, quoi. C'est un ami, Mohamed Touré. Voilà. Et après, vous avez décidé de chercher autre chose et vous êtes tombé sur une école d'infirmerie, mais vous avez candidaté, vous avez envoyé 151 demandes afin d'être retenu. Quand on voit qu'aujourd'hui, les jeunes qui recherchent des emplois, à peine avoir déposé 10 CV, lettres de motivation, ils sont découragés, ils disent qu'il n'y a pas de boulot. Mais vous avez déposé 151 demandes avant d'être retenu. Vous savez, la chance des jeunes ici, c'est qu'ils vivent dans un environnement familial. Et quand on est dans un environnement familial, on développe certaines suffisances. Moi, je débarque à Londres à l'époque avec 1 million de francs CFA dans ma poche que mes sœurs m'avaient donné, et sans le consentement de mon papa, donc je ne pouvais plus compter sur lui. Tu n'as pas trop le choix. Donc quand on te montre une piste, tu ne connais personne, tu es dans un pays étranger, on te dit que ça c'est possible, tu es obligé d'essayer jusqu'à ce que tu trouves une solution. Exactement. Voilà, tu n'as même pas le temps de te plaindre ou de te poser des questions. Tu fonces, quoi. Exactement. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes-là aujourd'hui qui trouvent qu'il n'y a pas de travail, qui se découragent vite, ainsi de suite? Je veux que vous les passiez un message à travers votre vécu. Je dirais aux jeunes d'arrêter de boire du thé, d'être beaucoup plus ambitieux, ambitieux par rapport à eux-mêmes, ambitieux par rapport au pays. Vous savez, moi, ce qui me choque beaucoup dans ce pays, c'est ensemble qu'on peut développer un pays. Moi, j'ai expliqué, avec un diplôme, étant d'une famille aisée, parce que moi, entre parenthèses, je n'ai jamais été à l'école à pied. Je suis né dans une famille où il y avait déjà une voiture, avec chauffeur. Mais je me suis retrouvé aide électricien. Je me suis retrouvé à vendre la pizza. C'est une remise en question. Quand je vois beaucoup de jeunes ici qui restent à boire du thé, qui estiment qu'il y a des boulots qui sont des sous-métiers, je trouve que c'est dommage. Parce que c'est tout ça qui procède à faire de toi l'homme que tu dois être es. dans la vie. La dernière fois, j'étais à l'aéroport. Il y a un policier qui vient et me salue. Et il me dit, Monsieur Diop, il dit, vous me connaissez? C'est un gardien de Sécuricom. Il dit, j'étais gardien chez vous. Chez vous, ici? À la maison. Chez les parents? Non, dans ma propre maison. Il a été gardien chez moi. Il est policier maintenant à l'aéroport du Mali. Je vois. C'est l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui. J'étais fier de ce monsieur. Il était policier. Il avait en face de moi un policier qui peut me montrer qu'il est déjà quelqu'un. Mais avoir l'humilité de me dire, j'ai gardé chez toi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce jeune homme a de l'ambition. Il a été certainement gardien. Le temps de chercher une opportunité, il a fait un concours, il a été retenu. Voilà. Mais s'il avait réfléchi comme la plupart des jeunes d'aujourd'hui, il m'a dit, il a une maîtrise. Hein? Il a une maîtrise. Je vois. Donc, il n'allait jamais accepter d'être gardien. Et il n'allait peut-être jamais avoir l'opportunité, peut-être le fait de faire le gardien. Ça l'a ouvert des portes certainement. De la police, parce qu'il a quand même une prédisposition par rapport à la sécurité. Peut-être en disant ça, ça a été même sa chance. Moi, je demande aux jeunes de ne pas se prendre au sérieux. Imagine aujourd'hui, si on a un pays où les jeunes arrivent à faire certains métiers, le niveau même va monter. Imagine les aides
à la maison, les domestiques, Oui. si c'est des maîtrisards qui commençaient à faire ça, Ça va se professionnaliser. voilà, et le salaire va augmenter et ça deviendra une véritable industrie. Mais quand on n'a rien et qu'on se prend au sérieux, c'est Dieu seul qui peut définir la fin de ton calvaire. C'est ce qu'on dit, il n'y a pas de sous-métier, il y a des sauts de personnes. Il n'y a pas de sous-métier. Ouais. Merci beaucoup pour ce message-là. Et également, il y a une partie un peu, je ne dirais pas sombre de votre vie, mais difficile. Vous avez failli aller en prison pour un crime que vous n'avez pas commis. Exactement. En Grande-Bretagne, parce que je ne dirais pas que c'est du racisme, peut-être que c'est du racisme. Parce que vous êtes noir, on vous a interpellé pour un cas de viol pour lequel vous n'étiez au courant de rien. Est-ce que vous avez envie d'en parler? Oui, bien sûr. Hein. Mais moi, j'ai compris, et la leçon que j'en ai tirée, c'est que dans la vie, quand tu te comportes bien, tu es sauvé. Tu sors la tête. Voilà. Imagine un seul instant que j'étais quelqu'un qui fumait. Parce qu'il y a des choses qui m'ont sauvé. Imagine que j'avais déjà un casier. C'est ça la police. Donc, ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé me concernant. Ils ont trouvé que le suspect potentiel fumait, je ne fumais pas. Ils ont certainement posé des questions dans mon entourage professionnel parce que je venais d'arriver à Swindon. Donc, si par malheur, j'avais un mauvais comportement, je ne m'en serais pas sorti parce que j'étais seul face à un système qui est redoutable, qui est raciste, sans aucun soutien. Donc, ce que je dis aux jeunes, c'est qu'un bon comportement dans la société peut forcément te servir un jour. C'est vrai. Le même cas aurait pu se poser au Mali. Si tout le monde me connaissait, on savait que j'étais quelqu'un de sérieux, on m'accuse d'un vol. Tu auras forcément des gens qui vont venir témoigner pour dire « Ah, attention, ce monsieur, n'était son ima, n'était moye. » Donc, le conseil derrière ça, c'est de dire aux gens « Un bon comportement paye toujours. » Exactement. Voilà, c'est le message que je voulais donner à travers. Merci pour ce message-là. Ensuite, il y a eu l'association des Maliens de Grande-Bretagne dont vous avez fait partie. Peut-être qu'on ne va pas trop parler de ça. Maintenant, on va aller à MC2. Comment l'histoire de MC2, ensuite c'est MC2, vous êtes passé à DFA. Mais d'abord, expliquez-nous un peu comment MC2 est né. Parce que j'explique aux gens qui nous suivent. MC2, c'est la première structure que vous avez créée avec votre collaborateur Diop, Daouda Fall. En Voilà. fait, MC2 a été créé par mon actuel associé Daouda Fall, qui est un ami d'enfance. Et quand moi j'étais en Angleterre. C'est en 93, c'est ça? En 92. Lui, il a créé MC2 et moi je suis rentré après. C'est lui qui a été le premier à rentrer au Mali. Il travaille à Havas, l'un des plus grands groupes de communication. C'est quelqu'un qui était attiré un peu par le Mali. Son côté malien, c'est un métis français. Sa maman est française, son père est malien. Il était attiré par le Mali. Il a décidé de tout abandonner en France et de venir tenter l'expérience. Voilà. Et donc, c'était au tout début du mandat du président Alpha Omar Konaré. Donc, il a fondé l'une des premières agences parce qu'il a créé ça avec Wara Communication, une dame géniale qui malheureusement a péri dans un accident de voiture très très jeune. Donc, c'est lui qui a créé MC2 en 92 et moi, je suis rentré en 93. Donc, c'est lui qui m'a invité à venir un peu l'aider. Et bon, en l'aidant, je suis resté dedans. Voilà. Et quelques années plus tard, en 97, MC2 ferme. Oui. Et vous créez DFA Communication. Pour continuer l'aventure ensemble. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que quand ils ont créé MC2, ils l'ont créé sous forme de SA. Il avait beaucoup d'actionnaires, mais peu de gens pour l'aider. Bon, les actionnaires n'ont fait que libérer le capital de départ. Et la plupart des actionnaires aussi avaient de grandes sociétés, mais avaient aussi leur agence de communication. Donc, quand il m'a appelé à venir l'accompagner, je dis, moi, je ne peux pas prendre un double risque. Prendre un risque dans une profession que je ne connais pas. Et deuxièmement, travailler pour des gens. Pour des autres qui ne sont pas là. Alors que c'est un travail quand même qui... Notre fonds de commerce, c'est nous-mêmes. Je dis, moi, pour que je continue l'aventure, il faut qu'on se lance à deux. Et c'est ce qu'on a essayé en 97. Wow. Donc, il y a un élément aussi qui m'a beaucoup marqué dans votre livre. C'est de l'amitié à la collaboration. Généralement, les gens disent qu'il ne faut pas collaborer avec ses amis. Ça peut ne pas marcher, voilà, il peut y avoir beaucoup de risques, ça peut gâter l'amitié. Mais vous avez pris le risque de travailler avec un ami et on voit que ça a apporté les fruits. Quels ont été les secrets de la réussite de votre collaboration? Bon, les réussites sont claires, hein? La vérité,
la loyauté, la sincérité. Vous savez, tout... Boileau le dit dans le français, mais j'aime bien... Vous savez, la vie même, c'est une parabole. Quand Boileau dit en français, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Exactement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. On peut transposer ça sur toute association qui se conçoit bien. Les fondamentaux assis de façon claire marchera. Dès le début, j'ai vu que vous avez élaboré des règles. Des règles. Vous avez dit, voilà les règles entre nous. Et il y a une règle que j'ai beaucoup aimée. Vous avez dit, personne d'autre ne va créer une entreprise sans l'aval de l'autre. C'est-à-dire, on est ensemble, mais si tu veux faire autre chose, on est obligé d'être... Parce que c'est tu m'en ça, parles. Voilà, c'est ça qui amène la jalousie. Vous Exactement. savez, on crée une association à deux. On a une société. Chacun aussi a une vie parallèle. Tu vas te marier, tu as des enfants. Vos enfants voient deux papas associés au même niveau, 50%. Un papa est dans une V8, l'autre est dans une 2 chevaux. C'est là où les problèmes commencent à se poser. Je vois. Mais si les papas ont les mêmes conditions, quand vous gagnez ensemble. Quand vous perdez, vous devenez une seule personne. Mais comment une personne peut se séparer d'elle-même? Vous êtes la même personne. Donc, ce n'est que ça le secret. Dès le départ, moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, à MCD, moi, j'étais ton employé. Maintenant, on est des associés. Ce à quoi tu aspires, j'aspire pareil. La même chose. Tes besoins sont mes besoins. Donc, il faut que ton logiciel change pour intégrer que maintenant, nous sommes des associés et que nous devons tout faire ensemble. Et Dieu merci, ça a marché. Mais moi, je pense que s'il y a la vérité, s'il y a la sincérité, s'il y a la justice, je pense que toute association peut marcher. Donc, on va retenir ça parce qu'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de jeunes qui ne veulent pas collaborer, qui ont peur, qui ne veulent pas s'associer parce qu'ils ont peur qu'on les trahisse, ils ont peur que l'amitié, ça ne marche pas. Et quand j'ai vu cette partie-là, je me suis dit, effectivement, ça peut marcher. Mais comme vous avez dit, à condition que dès le début, il faut mettre les bases, il faut mettre les conditions, il faut faire en sorte que tout le monde puisse respecter ces conditions-là pour qu'on arrive, voilà. Et ensuite, on a parlé de la dette tout à l'heure. Vous avez dit qu'en tant qu'entrepreneur, il faut faire très attention à ne pas prendre des dettes à la banque, auprès des partenaires, ainsi de suite. Mais vous-même, vous avez pris des dettes pour certaines situations. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les dettes qu'il faut éviter et quand vous devez prendre les dettes, quelles sont les conditions selon vous qu'un entrepreneur doit prendre les dettes? Bon, moi, je rappelle l'histoire de la dette que j'ai eu à contracter. C'était pour rétablir ma réputation. Vous savez, en entreprise, c'est la réputation qui fait une entreprise. D'ailleurs, l'un des hommes les plus riches du monde, Warren Buffett, l'américain, il dit qu'on travaille toute une vie. On peut travailler pendant 20 ans pour bâtir sa réputation qu'on peut perdre en une seconde. C'est vrai. Si tu as ça constamment en tête, tu sauras te comporter. Donc moi, face à des situations qui nécessitent la dette, il faut s'endetter. Mais il ne faut pas s'endetter pour paraître ou pour, excuse-moi de l'expression, fanfaronner. Exactement. Une entreprise ne peut pas fonctionner sans dette, mais des dettes sérieuses. Et savoir qu'une dette se rembourse. Quand on prend de l'argent, on l'investit dans quelque chose, il faut être convaincu que tu as un engagement et une réputation avec la banque. Si ça se passe bien, demain, la banque t'accompagnera. Mais si tu regardes aujourd'hui le taux de dette impayée dans les banques, les gens se plaignent en disant que les banques n'accompagnent pas, mais les gens ne disent pas l'autre facette aussi, c'est que le Malien ne paye pas la banque. C'est vrai. C'est ça aussi la vérité. Parce que quand tu payes, la banque va t'accompagner. C'est vrai. Mais les gens ne feront qu'indexer une banque en disant « Ah, les banques n'accompagnent pas ». Maintenant, les banques accompagnent. Beaucoup ne remboursent pas. Ne remboursent pas. Donc, le système... ça empêche d'autres personnes de bénéficier de ça. Parce que les banques aussi sont les entreprises qui veulent faire du business et faire du chiffre d'affaires, faire des intérêts. Exactement. Ouais, je comprends effectivement. Et également, il y a une partie, moi, que j'ai beaucoup aimé. Ce local où la DFA vous appartient. N'est-ce pas? Oui. Et c'était un terrain que vous avez acheté. Mais dans le livre, vous expliquez que le terrain, vous l'avez fait construire par échange de marchandises. Oui. Ça, j'ai adoré ça. Vous pouvez vous en parler? Ça, c'est le destin. Ça m'a donné une idée. J'ai dit, mais pourtant,
Tout n'est pas une question d'argent. Exactement. C'est de trouver les gens qui ont des besoins. Exactement. Et vous pouvez échanger. Et moi, je dirais que cette partie de notre vie, je rends grâce à Allah parce que je pense que c'est le destin. Et si vous permettez, je vais expliquer un peu. En fait, vous étiez dans un bâtiment et il y a le bailleur qui voulait que vous sortiez, vous quittez le bâtiment. Il nous a chassés carrément. Il vous a chassé du bâtiment. Il a dit qu'il vous donne un délai très court de quelques mois pour quitter le bâtiment. Et voilà. Et toi, tu es allé voir ton mentor. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais plutôt tu as eu la possibilité d'avoir quelqu'un qui vendait des terrains. Et tu as vidé le compte bancaire pour payer le terrain. Oui. Ça veut dire que ça, c'est un premier risque. Sans savoir. Une indiscipline financière, mais c'est le gros cœur qui m'a amené à le faire. Donc ça, tu ne conseilles pas ça vraiment aux jeunes? Non, je ne conseille pas ça. C'est-à-dire qu'il faut respecter le financier de la boîte. Parce que c'est qui connaît l'état des finances. Mais moi, c'est sur un coup de cœur, je me suis dit, après 10 ans, si quelqu'un te fait ça, si tu restes en entreprise en location, tu es en danger. Exactement. Donc, on l'a fait. Dieu merci, ça a marché pour moi. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas un bon conseil. C'est pas un bon conseil. C'est pas un bon conseil. Mais l'ambition est là. Il faut vouloir sortir de la location. Exactement. Mais pas souvent à n'importe quel prix. Voilà. Quand vous avez acquis le terrain et puis vous ne savez pas du tout comment vous allez construire, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez aucune idée, vous avez simplement un terrain. Et puis là, l'idée de l'échange de marchandises est venue avec un entrepreneur dans le domaine. Voilà, qui lançait un programme immobilier. Il nous a dit il peut payer une partie et l'autre partie, il pourra le faire en échange. J'ai dit, mais ça tombe très bien. On a un terrain. On a un terrain, non, on veut truquer. Et au bout de 6 mois, on avait notre terrain. Votre maison? Notre maison. C'était le premier siège de DFA en 2003. Ah, ça trottine dans ma tête depuis. J'ai dit, moi aussi, il y a longtemps que je veux construire mon local. Ça fait 4 locales maintenant que moi j'occupe pour mon cabinet, mes activités. Et quand j'ai lu cette partie-là, j'ai dit, mais souvent les réponses sont à côté de nous, mais c'est vrai que je ne vais pas aller m'endetter. Cette partie-là, j'ai compris. Mais je pense que c'est une très belle expérience. Et aujourd'hui, c'est un gros risque que vous avez pris, mais vous ne regrettez pas. Non, je ne regrette pas du tout. Voilà, vous êtes super. On va continuer avec vos rencontres avec des personnalités. Vous avez la chance de côtoyer beaucoup de personnalités ici au Mali. Des gens comme Feu Père à son âme, Soumaïla Cissé, Amadou Toumani Touré et beaucoup d'autres personnalités politiques et autres. Qu'est-ce que toutes ces rencontres-là vous ont apporté? Énormément de choses. Vous savez, la vie même, Sababou, c'est comme les gens disent en Bambara. Sababou est fait un bel quoi. Oui, tiens. Tu as beau être talentueux, tu as beau tout avoir, si des circonstances ne se présentent pas, exactement, si des coups de pouce n'arrivent pas, c'est difficile souvent de réaliser certaines choses. Et nous, on a eu cette chance-là d'avoir rencontré des gens qui ont été déterminants dans la vie de l'entreprise. Par loyauté, j'ai voulu leur rendre hommage parce que la plupart des gens aiment cacher les choses. Souvent, on veut tous se mettre en surhomme, faire comme si on est sorti de nulle part. Voilà, seul. Mais moi, j'ai quand même cette humilité-là de reconnaître que tous ceux qui nous ont aidés, j'ai une pensée pour ces gens et j'ai un remerciement du fond du cœur pour eux, à leur endroit. C'est pourquoi j'ai voulu leur rendre hommage. Voilà. Il y a une deuxième personnalité avec qui vous avez vécu, Toumani Diabaté. Toumani Diabaté. Woroflana no Timbolo, sinon il faut la mettre dans le film. Deux fois. Oui, tout à fait. Parce que vous avez usurpé. Oui, usurpé. Bon, tu sais, quand on est souvent dans des difficultés, on ne réfléchit pas trop. Hein. Tu sais, je vais débarquer à Londres, tu es dans ta galère, tu cherches du boulot, et puis on t'appelle pour te dire qu'il faut aller traduire quelque chose. Je pose 2 ou 3 questions. C'était une langue que vous devez traduire en anglais. En anglais. Et que vous ne maîtrisez pas. Et c'était une chanson de Toumani Diabaté. On me dit c'est du Mandingo. Moi, je ne parle pas Mandingo, mais l'argent est là. L'argent est là. Attends. Finalement, si ces gars-là ont eu recours à moi, c'est qu'il n'y a personne pour être témoin. Eh bien, si ce sont des Anglais qui doivent être arbitres, j'ai dit, mais moi, je vais traduire. Et j'ai fait du n'importe quoi. Sans comprendre. Et ils ont diffusé, et Toumani a vu. Donc, quelques années plus tard, quand on s'est croisés, il dit que lui, il jurait que le jour va attraper ce ténèbreusement-là, qui va le tuer, quoi. Bon, c'est vous dire comment souvent on est attiré par le gain facile, quoi. Voilà, c'est ça. C'était à Londres. C'était à Londres, oui. Et après, vous êtes devenu amis, vous allez vous faire une Cora dédicacée. Une Cora que je garde jalousement dans mon salon, une Cora dédicacée pour moi. Toumani est un bon ami, un frère, avec qui je m'entends. C'est une très belle expérience. Souvent, il faut vivre ces choses-là. Oui, oui. Ça me rappelle un peu, j'ai vécu la même expérience en Zambie. Je pensais que je comprenais l'anglais. Je parle l'anglais.
Mais je me suis rendu compte que parler l'anglais puis pouvoir traduire une langue, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là, on a dit, vous les gars, comme toi, tu parles le français, tu parles l'anglais, on était là plus comme ça. Est-ce que tu peux traduire pour les francophones? J'ai dit, il n'y a pas de souci, je dois pouvoir le faire. Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Et puis voilà que, voilà, je viens, on me donne les casques, je mets, et puis je dois maintenant traduire. Et quand je mets le casque, pendant 30 minutes, je suis assis. Je n'arrive pas à sortir, je n'entends rien. Je comprends rien. À un moment, j'ai commencé à raconter ce que je pensais qu'il disait. Exactement. Exactement. Donc, ça a été une belle expérience. Ça m'a permis d'apprendre que vraiment chaque chose, chaque domaine a sa spécificité, a sa spécialité. Tout à fait. Et qu'on ne s'improvise pas certaines choses. À moins qu'on ait ces choses, on veut développer peu après, ainsi de suite. Donc, vraiment, très belle expérience. Donc, il y a un élément aussi que j'ai beaucoup aimé. Vous avez parlé de l'importance d'avoir un mentor en tant qu'entrepreneur. Et vous, vous aviez un mentor que vous partiez voir à chaque fois, qui vous donnait des conseils. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire pourquoi c'est important d'avoir un mentor? Oui, vous savez, c'est comme une éducation à la maison. Comme on éduque un enfant, quand tu viens dans une profession, tu as besoin aussi d'un père pour t'éduquer. C'est vrai. Les choses à ne pas faire. En tant qu'enfant, tu commences à marcher, tu tombes, ta maman te relève. Quand tu veux toucher le feu, il y a certaines mamans qui vont te dire, laissez l'enfant toucher, après il ne touchera plus. D'autres mamans vont t'expliquer. Le mentor agit de la même façon. Tu viens dans une profession que tu ne connais pas la vie active. Si tu as quelqu'un de sage qui est devant toi, il peut t'éviter beaucoup de cueils. Et nous, on a eu quand même cette chance-là d'être adopté très tôt par le ministre Ousmane Sy, avec qui encore j'entretiens une belle relation. On est quasiment toutes les semaines ensemble. Et c'est quelqu'un qui nous a énormément aidés en nous donnant des bons conseils, en nous disant de ne pas faire certaines choses. Voilà, un peu ça qui fait que je conseille aux jeunes d'avoir toujours quelqu'un qui te donne des conseils et qui te guide sur le bon chemin. Ok, c'est bien compris. Je pense que les jeunes ont compris ce message-là, l'importance de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un dans le domaine, un coach, un mentor, un ami, un spécialiste, vers qui on peut se tourner à chaque fois qu'on a des difficultés ou à chaque fois qu'on veut poser une action dans le domaine. Donc, on arrive vers la fin. Quel est votre mot de fin? Quel est le message que vous passez aux jeunes entrepreneurs qui ont envie de réussir et à cette jeunesse-là de façon générale? Je le conseillerais beaucoup de lire ce livre-là. Parce Ça que aussi, si vous moi, avez vu, remarqué, chaque partie commence par une citation. C'est vrai. Donc, quand une citation est faite, ça veut dire que d'autres personnes l'ont constaté avant moi. Exactement. Donc, moi, j'inscris mon récit pour consolider ça, pour confirmer que ce qui a été dit par d'autres a été vécu par moi. Et la vie, c'est une succession de conseils, d'orientation. Et sans aucune prétention, j'essaie de caler ma vie personnelle sur des situations déjà vécues par d'autres, ce qui prouve un peu que ça tient la route. Et en lisant ce livre, en lisant mon récit, je pense que chacun peut trouver son compte personnel dedans, parce que chacun peut voir sur la trajectoire d'une vie comment on gère les... Chacun a sa propre façon de le faire. Mais quand tu as un modèle, quand tu as une expérience, tu t'en inspires, soit en rejetant complètement, soit en l'adoptant. Mais dans tous les cas, tu as un repère. Et c'est ce que je conseille aux jeunes, d'avoir beaucoup d'humilité, d'avoir de l'ambition et de ne pas être paresseux. La vie n'est pas facile. J'aurais pu faire tout ça et que ça ne marche pas. Au moins, j'aurais essayé. Je sais que dans la vie, je n'ai jamais été un paresseux. La réussite elle-même, elle est relative. La réussite pour toi n'est pas forcément la réussite pour moi. C'est vrai. Certains, leur réussite, c'est de tranquillement subvenir à leurs besoins, subvenir aux besoins de leur famille et avoir la dignité, la paix tranquille. D'autres, leur réussite, c'est d'être milliardaire. Donc, chacun, en fonction de son ambition et de son objectif de réussite, peut se caler un chemin et y aller. Mais nous, on donne un peu le cheminement à travers nos propres vécus. Exactement. Il n'est pas forcément une recette. On n'a pas de prétention de dire que voilà le chemin. Exactement. Mais moi, je dis voilà mon chemin. Inspirez-vous et créez votre propre chemin. C'est le message que je veux donner aux jeunes. Merci beaucoup à vous, M. Amadou Moustapha Diop. Sincèrement, moi, j'ai lu ce livre-là en moins de 24 heures et ça m'a inspiré beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur. Je vous le recommande vivement. Vous pouvez l'avoir
dans notre librairie Expert Pro Livre et Édition. Vous pouvez appeler les contacts de 70 07 63 28. Voilà. Et venez acheter ce livre au maximum. Sincèrement, on peut le faire parvenir un peu partout en Afrique de l'Ouest. Lisez-le. On ne perd jamais. On apprend toujours. C'est une grande personnalité. S'il n'avait pas écrit ce livre-là, moi, si je l'avais connu, j'aurais tout fait pour qu'il l'écrive. Mais Dieu merci, le livre, il est déjà là. Donc, merci beaucoup à vous, M. Diop. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un plaisir de vous avoir eu, d'avoir partagé votre connaissance avec nous. On espère que ce ne sera pas le dernier livre. Inch'Allah. S'il peut encore avoir un livre supplémentaire, oui, pour les parties encore plus cachées, ça nous fera beaucoup plaisir. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Nous les remercier. Tu es un jeune qui a beaucoup d'avenir. Il sera à toi quand à la Sona. Dans quelques années, Inch'Allah. Allah merci beaucoup. Maximum de partage.